Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario, comment vas-tu mon cher? Je vais très bien. Tu reviens de London, England. Oui, comme j'expliquais dans la dernière émission, j'ai eu la chance d'aller là-bas pour, entre autres, suivre une formation sur l'écriture de pattern. C'était bien le fun, j'ai appris beaucoup de choses. Puis c'est un processus que je trouve super le fun, l'écriture de pattern, parce que on a vu aussi tout comment on fait les revues. Puis moi, je trouve qu'on devrait tirer parti de toute cette pratique-là que les gens des patterns ont mis en place parce que c'est extrêmement positif. Donc, tu finis ta revue et t'es plein d'énergie. Puis, je pense qu'on aurait intérêt des fois à avoir la même pratique quand on fait des revues de code, par exemple. Donc, les gens sortiraient toutes plein d'énergie. Peut-être qu'ils aimeraient plus ça faire des revues de code que ce qu'on vit des fois en entreprise. Et dis-moi Mario, est-ce qu'il pleut souvent à Londres? Oui, hein, comme j'expliquais juste avant qu'on enregistre, j'avais pas amené de parapluie, donc je suis allé m'acheter un parapluie. Il pleut, ça n'a pas d'allure. Mais c'est une belle ville, plein d'histoires. Très, très le fun. J'ai eu de la misère, moi, avec le décalage horaire. Tu sais, absolument, j'ai Ben pas... là, t'es parti jeudi puis t'es revenu dimanche? Je suis parti le mercredi soir, Ah. puis j'avais prévu une journée entre les deux juste pour m'acclimater un peu, mais cette fois-ci, le 5 heures de décalage, j'ai comme pas été capable d'embarquer sur le rythme. Ah, ok. Puis, en tout cas, Ah, il y a des fois, ça m'est arrivé une fois sur la côte ouest, là, où pendant une semaine, là, j'ai pas réussi. Je me suis pas habitué ben, du c'est tout. difficile quand il faut que tu te lèves à 7 heures ou 6 heures du matin, mais il est 1 heure du matin pour toi. Moi, 1 heure du matin, c'est l'heure où je vais me coucher, là. C'est comme, non, faut que tu te lèves, là. T'es supposé de t'avoir couché avant. Une chance, ça s'est bien passé. Oui. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? SharePoint. SharePoint. La bête. Avec notre invité Joël de Cadville. Ça va bien, Joël? Ça va très bien, merci. Oui, je dis la bête parce que on a eu la chance de travailler ensemble il y a quoi, un an et demi maintenant? Ouais, un an. Puis les gens ont deux relations avec SharePoint. Soit c'est une relation d'amour ou une relation de haine, mais souvent c'est une relation amoureuse en même temps. Est-ce que c'est un peu ce que tu vis ou Ben, moi, personnellement, ça va bien avec SharePoint. Tu t'en sors bien? Faut dire que j'ai travaillé longtemps avec, puis je commence à comprendre c'est quoi la bête, comme tu dis. Mais une fois que tu connais bien, c'est un bon produit. Souvent, c'est ça, hein, c'est juste de comprendre les concepts d'architecture ou en tout cas les principes. Comment les gens qui ont bâti ce produit-là s'attendent que tu l'utilises, puis si tu l'utilises dans cette optique-là, tu vas avoir du succès. Puis souvent, ben, si on l'utilise à l'envers, ben, on se bat contre la bête plutôt que... Tu veux dire que des fois, il y a certaines compagnies ou certains architectes ou certains développeurs qui utilisent des produits qui font faire à des produits ce qu'ils devraient pas faire. Tout le temps. Bon. Oh, Tout le temps. je suis outré. Hein, l'exemple le plus classique, SharePoint, entre autres, une des fonctionnalités, ça sert à sauvegarder des listes. Mais des listes, c'est une dimension. Ce ne sont pas des tables relationnelles. Et combien de fois, comme un moment donné, on se dit, mais t'aurais mieux de stocker dans une base de données relationnelle parce que ce que tu as besoin, c'est des relations. Puis là, t'es pogné avec différentes listes. Et là, tous les mécanismes, on est très ingénieux. Mais là, faut pas décourager les auditeurs. Là, on a un podcast positif là sur SharePoint. On va peut-être parler Mais c'est vrai que c'est une super plateforme si tu l'utilises pour ce qu'elle est faite. Oui. Malheureusement, ben, des fois, les gens étirent la plateforme. Puis là, ben... Et c'est là-dessus qu'on va insister aujourd'hui. On va essayer de faire... En tout cas, un objectif, ce serait de faire prendre conscience aux gens à quoi c'est bon, quand est-ce qu'on devrait l'utiliser, puis surtout les nouveaux features là, de 2010 qui simplifient la vie du développeur. Parce que il y a deux grandes catégories, hein, Joël, de gens qu'on peut dire qui ont l'étiquette SharePoint. T'as les gens infra, puis t'as les gens développeurs. Et on s'entend qu'il y a plus de gens infrastructure que de développeurs. Absolument. Oui, il y a ces deux catégories-là. Puis j'en ajouterais même un autre, c'est les gens qui font plus
côté UI, SharePoint Designer, parce que dans SharePoint, t'es pas obligé Ah oui, les designers. C'est ça, t'es pas obligé de connaître le développement. Tu peux en faire une bonne partie avec des outils comme SharePoint Designer, par exemple, ou juste avec ton browser pour créer un site, créer des listes, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui viennent, si on veut, out of the box. Maintenant, si on veut aller plus loin, c'est là que le développeur SharePoint embarque. Peut être mis en contribution. Écoute, Joey, c'est la première fois que tu viens à notre émission. On va espérer que ce sera pas la dernière. La formule, c'est toujours la même. On commence par présenter la biographie, puis ensuite, on fait la discussion à proprement parler. Ta bio est assez simple, parce que tu n'as pas eu 3 millions d'employeurs. Ça fait quoi, 10, 12 ans que tu as fini l'école? Ouais, une douzaine d'années. Puis, parcours assez classique. Hein? Premier employeur, une grosse firme à Montréal. Ouais. DMR, pas la DMR, norme. ouais. Maintenant, Fujitsu. Donc, tu étais quoi, 4, 5, 6 ans là-bas? 5 ans. 5 ans, principalement développement.net. Ouais. Est-ce que tu as fait un peu de SharePoint dans ta vie Démérienne. Non, j'ai commencé chez CGI à faire du SharePoint. Parce qu'après ça, tu es allé chez CGI. C'est ça. Un autre 5-6 ans. Ouais. Puis là, depuis un an et demi, tu es à ton compte. Oui, j'étais à mon compte depuis le mois d'avril dernier. Ça va vite, hein? Les Ouais. mois passent. Les mois passent. Puis, comme beaucoup de monde font aussi dans le monde SharePoint, il y a beaucoup de demandes pour des bons développeurs SharePoint et à un moment donné, les gens se disent, mais pourquoi travailler pour autrui quand on pourrait travailler pour soi? Mais toujours dans des gros projets SharePoint, parce que c'est ça qui est le fun. Je sais que Destincy, tu travailles beaucoup Chez Ivanhoe Cambridge. Ivanhoe Cambridge, hein, Ouais. ils ont un projet d'envergure depuis plusieurs mois maintenant. C'est ça, on travaille sur un intranet d'entreprise avec SharePoint 2010. Donc, très intéressant comme projet. C'est un gros projet avec plusieurs phases. Puis, on en a une bonne partie de faite, mais il en reste encore beaucoup à livrer. Puis moi, ce que je me souviens de toi, c'est que t'es un fan, mais un vrai, là, tu sais, le fan, le logo du Canadien tatoué sur le cœur. Ah oui? Ça, je peux pas te dire le contraire. Donc, tu dois être content ces jours-ci, là. On joue pour ça, ça va bien. Ah ouais. Donc, c'est quoi les prévisions, là, pour cette année, là? Ah, moi, j'y vais toujours pour la coupe. Oh, t'es optimiste. OK. Faut être optimiste dans la vie. On va faire la pause pour revenir avec l'entrevue. Joey, je disais que toi, ton rôle, c'est principalement faire du développement SharePoint. Puis aujourd'hui, on voulait vraiment donner un axe développement, parce qu'on sait qu'on peut parler de SharePoint selon d'autres points de vue. Je disais, moi, qu'il y avait un point de vue infrastructure. Tu me faisais part aussi qu'il y avait le point de vue designer. Peut-être un premier point qu'on va éclaircir. Ça se peut-tu que beaucoup de développeurs.net, quand ils regardent SharePoint, ils lèvent un peu le nez, ils ont une perception négative. En tout cas, il me semble, moi, c'est ce que j'ai cru sentir. Ben, je pense que t'as pas tort. La plupart du monde, c'est une impression, mais je pense qu'ils pensent, quand ils entendent le mot SharePoint, ils voient ça comme un outil plus de designer. Point and click, là. C'est-à-dire, Ouais. on n'écrit pas du code, on fait juste choisir des listes déroulantes, puis cliquer, puis sélectionner des systèmes. Exactement. On reste dans Internet Explorer, on crée notre site, on crée nos listes, ainsi de suite. On la configure, l'application, mais on développe pas. Puis le seul développement que les développeurs pensent, c'est les web parts. Mais les web parts, c'est pour faire du sur-mesure. Oui, on peut développer. Il faut développer pour faire des web parts, mais c'est pas la seule affaire qu'on fait. Donc, c'est drôle que tu parles que les développeurs ont peut-être une perception négative du fait que la perception, c'est plus du point and click. Moi, j'en ai fait un petit peu, là, il y a dans une ancienne vie, là. C'est parce que t'as commencé avec les premières versions, pour ça que t'as trouvé ça vraiment ardu. Avec les premières. Quand ça s'appelait même pas SharePoint, en tout cas. Je me souviens plus, là, Et, l'impression que j'ai gardé, là, c'est que le développement, là, est hyper ardu, complexe. C'est compliqué à développer parce que ça nous prend le serveur sur notre poste, puis c'est compliqué
compliqué à déployer, puis il faut faire 36 entourloupettes. Fait que il y a peut-être aussi cette perception-là là, pour certaines personnes. Là. Oui, c'est vrai qu'il y a des particularités pour le développement SharePoint, mais c'est beaucoup amélioré entre autres dans SharePoint 2010. Dans 2007, ça l'était via des third parties aussi. C'est un produit qui est de plus en plus mature, puis le développement il est quand même assez simple maintenant. Mais il y a un fait quand même que, je sais pas si c'est encore vrai en 2010, mais à l'époque, en 2007, vu que fallait que tu ailles le serveur sur ton poste pour être capable de pouvoir débugger, tester, puis que le serveur exigeait que tu roules sur un OS serveur, mais il y a hors de question de développer avec Windows XP ou même Windows 7. Donc, c'est encore vrai, c'est en 2010 ou... En 2010, on peut développer sur Windows 7 directement. Par contre, il y a certaines fonctionnalités qui sont limitées, mais c'est plus pour faire. En fait, c'est pour faire du développement, ça fonctionne bien. Mais si tu veux avoir une ferme, tu sais, c'est pas possible. C'est sûr que tu peux pas ça. faire ça. Il y a certains services aussi que tu peux pas activer sur Windows 7. Fait que le meilleur moyen, si on veut, ça serait plutôt d'utiliser Windows 7, mais avec un boot VHD qui lui booterait sur un serveur 2008, par exemple. Mais souvent, c'est une des perceptions est due à ça, c'est que les gens se disent je vais falloir que je sois sur un système d'exploitation serveur, puis là, je vais falloir que j'installe mon Visual Studio. Puis on sait que, bon, par définition, la configuration de base d'un serveur, en tout cas, c'est pas axé pour que le UI soit facile, parce que c'est un serveur. Donc, ça créait aussi une complexité que pour certaines personnes, ça pouvait donner la perception que c'était plus ardu de faire du développement SharePoint. C'est encore là en partie. Je suis pas sûr que ça va disparaître un jour, hein. Mais on va essayer d'enlever ces perceptions-là que au niveau du développement que c'est du point and click, qu'il n'y a pas beaucoup de développement, ou que la partie développement est très ardue, là. Donc on va essayer de démystifions ces mythes-là, peut-être. Est-ce que tu dirais que parce que le projet sur lequel on a travaillé ensemble, il y avait probablement que c'était quoi, 60-70% du code qu'il y avait, c'était des workflows sur mesure qu'on bâtissait. Ouais. C'est-tu encore le gros de ce qu'on va bâtir en code qui sont des workflows ou il y a d'autres types d'items? Mais ça dépend de ton application. Moi, SharePoint, je le vois plus comme un framework il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire. Dans le projet que tu parles, entre autres, c'est un projet d'approbation de workflow. Effectivement, il fallait créer des workflows custom. Puis c'était une bonne partie du développement. Il y a eu des web parts qu'on a créés aussi, des event handlers, toutes sortes de fonctionnalités qu'on a rajoutées au SharePoint existant pour en faire une application pratiquement transactionnelle. Mais ça dépend du projet. Je veux dire, il n'y a pas de limite vraiment à ce qu'on peut faire. On part avec la coquille qui est SharePoint, puis on la personnalise comme on veut. Puis la raison principale pour qu'on part sur SharePoint, c'est qu'il y a des fonctionnalités de base qu'on veut pas avoir à se badrer à faire, comme par exemple toute la gestion de la sécurité, gestion des rôles, ces choses-là. Mm-hmm. La plateforme te le donne. Si tu as le moindrement à gérer des documents, vu qu'il y a une gestion documentaire, s'il faudrait que tu bâtisses ça from scratch dans une bonne application ASP.NET, tu aurais plusieurs, pas jours, mais plusieurs semaines puis mois de développement. Donc, en bâtissant par-dessus la plateforme, on sauve tout ce temps de développement-là, mais en contrepartie, là, on devient limité par les règles de la plateforme. Ça fait partie des règles du jeu. Mais on n'est pas si limité que ça. C'est ce qui est la grosse force de SharePoint au niveau du développement, c'est l'API. L'API de SharePoint est vraiment riche. Il nous permet de faire pratiquement ce qu'on veut comme interaction avec la plateforme. Ça, c'est sa grosse force. Donc, à partir de ce moment-là, les limites sont Puis je dirais qu'en 2010, ils ont encore cherché à enlever s'il y avait des contraintes à les enlever. Si je te demandais, parce que toi, Joey, tu as une particularité que moi j'apprécie, c'est que, puis souvent une particularité que beaucoup de développeurs SharePoint ont,
tu serais capable de faire du déploiement puis de l'installation de serveurs SharePoint, donc de l'infrastructure. T'en fais pas parce que c'est pas ça qui te passionne dans la vie. Mais si je te demandais, dans 2010 par rapport à 2007, les 3 ou 4 fonctionnalités du côté infrastructure qui, pour toi, sont ils valent la peine, là, pourquoi il faudrait migrer à 2010? SharePoint 2010, il amène beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais entre autres, ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, les Business Connectivity Service. En gros, ça nous permet d'aller chercher des données d'un système externe, puis de les extraire en forme de liste SharePoint. Donc, c'est une espèce de connecteur? C'est un connecteur, si on veut. OK. Dans les deux directions. OK. Contrairement à 2007, qui était juste en lecture. Puis, les données sont affichées sous forme de liste. Donc, on peut les trier, on peut en ajouter. Le client, le end-user, il sait pas vraiment que c'est pas dans SharePoint. Parce que la force de SharePoint, c'est que tous les éléments que tu manipules, c'est des listes. Ouais. Puis, si tu allais chercher des données externes, ben si on te les fait pas apparaître comme des listes, ça devient un peu ça a l'air bâtard. Tandis que là, avec cette technologie-là, c'est que tu es vraiment capable d'avoir des données externes, mais comme ça serait des listes. Donc, tu programmes comme ça serait une liste, puis le fait maintenant qu'on est capable de faire lecture-écriture, c'est transparent. Tu le sais pas, toi, que ça peut être dans une table, dans une base de données relationnelle, que les données sont lues et écrites. Tout ce que tu penses, toi, comme développeur, c'est que tu travailles avec une liste SharePoint. Exactement. Le développeur, par contre, lui sait, mais le end-user, qui est le client... Il n'en est pas conscient. Lui, il n'en est pas conscient. Donc, ça, c'est un feature intéressant, les listes externes. Quelque chose aussi que je pense, c'est les Content Type Hub maintenant. Le Content Type Hub, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet, pour ceux qui ne connaissent pas SharePoint, un Content Type, c'est un container pour des champs, si on veut. Donc, on a une série de champs. C'était pénible dans les autres versions 2007 et 2003 de publier un nouveau champ. Ça veut dire que si, par exemple, tu as un site collection, tu as plusieurs site collections, puis tu veux définir un content type. Avec le content type hub, ce que ça fait, c'est qu'on l'externalise, le content type, dans un site collection à part. Donc, tu définis tes content types. Ensuite, il suffit d'abonner chacun de tes site collections à ce content type hub-là. Puis, par un mécanisme de workflow en background, les content types sont publiés sur chacun des site collections. Donc, ça t'évite parce qu'avant, il aurait fallu redéployer, reprogrammer. Si on l'avait dans 10 sites, mettons 10 fois le même type de contenu, le même content type. Là, tu le fais une fois, tu le déploies sur son site à lui et tu t'assures que les autres sites, à travers les mécanismes de publication, s'abonnent et vont être synchronisés. Exactement. Ça, c'est vraiment bien, SharePoint 2010. Ça nous évite beaucoup de casse-tête. C'est qu'on t'as juste un endroit. Parce que le but en informatique, c'est on veut écrire le code une seule fois, le garder à une seule place et on a un seul endroit à corriger. On veut surtout pas avoir à dupliquer. Puis là, c'était une des problématiques qu'on avait. C'est ça. Puis en SharePoint, un site collection, c'est pas comme... c'est pas lourd en soi. Donc, tu peux en avoir des centaines dans la même web application sans problème. Puis c'est des choses qui arrivent toujours. Donc, sans site collection à maintenir, ça nous prend des mécanismes comme ça pour être capable de les gérer comme il faut. Ça fait le tour de ce qu'on peut discuter du côté infrastructure. Mais le but aujourd'hui, c'est pas de faire une émission sur l'infrastructure SharePoint, mais beaucoup plus sur les fonctionnalités pour les développeurs. Ta liste courte, justement, de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs en 2010 qui sont vraiment intéressantes. Oui, en 2010, ce qui est le fun avec Visual Studio, premièrement, on peut utiliser Visual Studio 2010. Ouais. On s'y serait attendu. Mais Microsoft ont permis d'utiliser les Visual Web Parts. Les Visual Web Parts... commençons peut-être par définir qu'est-ce qu'un Web Part, puis après ça, on expliquera qu'est-ce qu'un Visual Web Part. OK. Un Web Part, c'est un User Control qui est râpé avec qu'on appelle un Web Part, mais c'est un User Control. C'est un User Control comme on peut faire en ASP.NET. Là. Exactement. C'est la même programmation d'ailleurs. C'est ça. Sauf qu'en 2007 et les versions antérieures, on n'avait pas la possibilité d'avoir le rendu visuel. D'avoir le rendu visuel, le UI. Dans Visual Studio? Dans Visual Studio. Okay. Il fallait, par exemple, si on veut déclarer un contrôle, il fallait le déclarer en code, chacun de nos contrôles, puis
on perdait beaucoup de temps à faire ça parce que, tu sais, C'était ardu. monter des formes, c'est Ouais. assez, c'est pas que c'est complexe, mais c'est long. OK. Donc, avec les Visual Web Parts, ce qui est bien, c'est que c'est un user control comme un ASCX, comme on est habitué d'en voir. Donc, il n'y a plus ce problème-là. On peut séparer le visuel du code en soi. Est-ce qu'il y a une bonne pratique? Oui. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un des gros avantages. En 2007, il y avait un third party qui permet de le faire. Pour ceux qui connaissent, la Smart Part. C'était quand même assez connu. Donc, quelqu'un avait fait une web part qui faisait en sorte de loader un user control. Puis à ce moment-là, on avait le rendu visuel. Il n'y a plus besoin de ça maintenant parce que c'est natif dans 2010. Exactement. Ce qui est une bonne chose. Du côté déploiement, est-ce qu'il y a des nouveautés intéressantes? Oui, du côté de déploiement, il y a eu beaucoup de progrès. Parce que ça, c'était vraiment l'enfer, le déploiement. Là. Moi, de mémoire, là, surtout que moi, je m'occupais de faire les builds de script là, sur TFL. As-tu souffert, mon Mario? Ben, pas juste moi qui a souffert. Toute l'équipe souffrait parce que c'était très difficile d'avoir un déploiement reproduisible qui fait toujours le même résultat de fois en fois. Est-ce que c'est mieux en 2010? Pour le déploiement de SharePoint, on utilise ce qu'on appelle des WSP. Les WSP, c'est un fichier de solution qui est un CAM en réalité. Donc, ce qui veut dire Web SharePoint Package, je pense, hein? C'est tout ça? Je sais que le S, c'est SharePoint, P, c'est Package. Okay, le Web, le W... C'est une bonne question, Mario. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est un WSP. Oui, c'est ça, on appelle toujours ça comme ça. Mais là, quand la plateforme 2007 est sortie, c'est que les WSP sont venus avec, mais il n'y avait pas d'outils pour les bâtir. Donc, il fallait créer notre manifeste avec notre DDF. Des beaux fichiers XML à éditer manuellement. Oh boy, OK. Puis, tout ça pour faire notre câble qui devenait notre WSP. Ensuite, avec des commandes de STSadmin, déployer ça, installer ça et déployer ça. Donc, c'était pratiquement aussi long de faire le package de déploiement que de programmer la composante. La composante en soi. Par contre, il y a eu un outil qui est venu un peu plus tard, qui est WSP Builder. Ça, c'est un third party qui se retrouvait sur Codeplex. Mm-hmm. Ça nous a beaucoup aidé dans notre day-to-day parce que lui, il nous permettait de packager nos solutions directement dans Visual Studio en plaçant nos composantes dans la même structure de répertoire que SharePoint. Par exemple, tu as toujours l'arborescence à partir du répertoire 12 dans SharePoint. Donc, si on voulait déployer un user control, on le mettait dans la même structure. On recréait la structure dans WSP Builder et à ce moment-là, il était déployé automatiquement. Puis est-ce que c'est un peu le même mécanisme qu'on met en place dans 2010 ou sont arrivés avec une solution encore plus simple? C'est encore plus simple, je dirais. C'est assez différent de WSP Builder, mais ça fonctionne très bien. Je l'utilise depuis plusieurs mois. J'ai déployé différents types de composantes parce que aussi, c'est pas toujours des web parts que tu Mais déploies. en arrière, c'est la même infra, c'est-à-dire qu'il y a des fichiers XML. Donc, c'est juste qu'ils sont créés pour toi, puis tu n'as plus besoin trop de les gérer, de les mettre à jour. Exactement. À la limite, tu n'as plus besoin vraiment de savoir qu'il existe. Là. Il y a un UI qui te permet, dans Visual Studio, de packager toutes tes solutions. En plus, non seulement le package, mais il te le permet de le déployer aussi et d'activer ton feature. Tu as même la possibilité d'appuyer sur F5 et ton browser démarre et la composante s'installe automatiquement. Est-ce qu'ils ont aussi l'équivalent pour quand on veut être capable de faire des scripts de build? Est-ce que tu as eu la chance d'expérimenter avec ça? Oui, c'est ça. Je pense que c'est la commande MSBuild, je ne me trompe pas. Avec un argument spécifique, il te permet de repackager ton projet en WSP. Ça, c'est les premiers tests, c'est un des critiques. Beaucoup de monde disait, ouais, SharePoint, c'est comme pensé pour du développement en solo, mais pour une équipe, tu sais, je me souviens à l'origine, on était même pas capable de mettre nos fichiers SharePoint en gestion de code source. Là, on a déjà dépassé cette étape-là, puis maintenant, on voit là, qu'il s'assure de nous donner toutes les fonctionnalités surtout si on utilise un produit comme TFS, que ça soit simple à faire.
Oui. Y a-t-il autre chose? Juste pour revenir en parlant de gestion de source, est-ce que c'est nouveau en 2010 ou en 2007, on avait déjà ça, la possibilité d'utiliser un TFS? On l'avait en avait déjà 2007. ça. OK. C'est en 2003, je pense qu'il l'avait pas. Donc, ils vont par étapes. En 2007, on a la gestion des sources. Là, maintenant, on a la gestion complète du déploiement, ce qui était vraiment une souffrance, là. J'imagine qu'il élimine ce qu'on appelle les pain points là, des clients au fur et à mesure que les versions Il faut évoluent. dire aussi que c'est les gros clients qui avaient ces souffrances-là, parce que quand tu construis des gros sites des intranets corporatifs, mais les petites shops qu'eux autres faisaient juste... parce qu'il y a encore des endroits où est-ce qu'ils vont prendre un SharePoint et ils vont développer directement sur le serveur SharePoint, ce qui est peut-être pas une bonne pratique à faire quand tu es en entreprise, mais pour une petite organisation, ça peut être valable. Eux, ils en étaient même pas conscients de ces souffrances-là parce que tu leur disais déployer, ils disent je déploie pas, moi, je travaille directement sur le serveur. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est pas la bonne pratique et C'est parce que en tout cas, dans une grosse organisation, faire une migration d'une version à une autre, c'est pas quelque chose que tu fais sur un serveur en temps réel. Tu fais ça à planifier au bon moment, puis tu t'assures que toutes les équipes sont formées. En tout cas, ça se fait pas... c'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a une autre fonctionnalité, toi, que tu trouves intéressante avec 2010? 2010 aussi nous permet de... Ils ont implanté le Link to SharePoint, qu'on appelle. Link! Oh, notre bon ami Link! Oui. Donc, les requêtes intégrées dans le langage C# ou VB. Oui, c'est ça. C'est que maintenant, en 2007, c'était pas possible de le faire. En 2010, c'est maintenant possible de le faire, de générer... en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé pour pouvoir faire des requêtes sur nos listes SharePoint. Ils ont utilisé un outil externe qui s'appelle SP Metal. SP Metal, c'est un outil en command line qui nous permet de générer à partir de tes listes, il va générer toutes les classes utilitaires que tu vas avoir besoin pour être capable de faire du link? Exactement. C'est que tu donnes à ton SP Metal le URL de ton site SharePoint, par exemple. Lui, il va aller voir c'est quoi les content types qu'il y a d'associés à cette URL-là. Puis il va générer des entités avec ça. Donc, chacune de tes listes, de tes content types devient une classe. À partir de ce moment-là, c'est c'est intéressant ce que tu es en train de me dire. Ça veut dire que tu peux vraiment commencer à penser faire de la programmation très, très dans la philosophie orientée objet sur SharePoint, parce que il y a des gens qui disaient, ouais, on programme en orienté objet en SharePoint, mais vu qu'on est toujours en train d'utiliser de l'API, puis on travaille avec des listes, c'est quasiment plus de la programmation procédurale. Mais là, si tu commences à utiliser LinkQ, vraiment, tu vas pouvoir vraiment avoir des entités, des objets, puis être vraiment dans un mindset orienté objet. Ah oui, tout à fait. Il n'y a plus de limite de ce côté-là. Parce que si on n'utilise pas le Link to SharePoint, on utilise l'API, puis les requêtes, c'est complexe. Les requêtes, ils se faisaient auparavant, puis on peut le faire encore, c'est dans un langage XML qui s'appelle le Camel. OK. Le Camel, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est assez ardu de faire une requête en Camel. C'est un query, c'est un langage, par exemple, pour que tu ouvres des valises pour... C'est très spécifique à SharePoint, je comprends bien. C'est fait pour SharePoint, à ma connaissance. Puis si c'est un query simple, ça va, mais aussitôt que tu rentres dans un query complexe, ça devient assez dur de faire un camel. Il y a des outils aussi encore là pour générer notre camel qu'on utilisait. Mais là, est-ce que tu dirais quelqu'un qui utiliserait juste LinkQ, Link pour Link, Mario, Link. Ouais, en anglais, on dit LinkQ. Link, on dit Link en anglais. Aussi? Oui. Ah, je vais me coucher mon niaiseux ce soir. Mais mettons quelqu'un qui commence. Est-ce qu'il pourrait tout faire en Link puis jamais apprendre le fameux Camel puis se dire ça là, je laisse ça pour les vieux papas qui font du SharePoint depuis 2003, mais moi je ne fais que du Link? Malheureusement, non, pas encore. Ah, ben là, tu viens de me dire savoir. Comment ça, donc? Il s'est pas tout implanté? Ben, je pense que la principale limitation que j'ai vue jusqu'à maintenant, ça vient de l'outil SP Metal. Parce que il génère les classes, mais il y a certains types de champs qui prend pas en compte. Ou il n'utilise pas, par exemple, il retourne pas des listes items. Il retourne ses classes. Donc, c'était
ces classes-là ont moins de propriétés que la vraie API. Ah. Sauf qu'il est possible parce que c'est une classe partielle qui te génère. Tu peux toujours la Tu peux compléter. l'étendre. Tu Ouais. peux l'étendre, la compléter, mais c'est, tu sais, le temps que ça prend à aller compléter cette classe-là avec le nouvel attribut, la mapper au bon ID du content type, c'est quand même Mais assez ardu. toi qui connais les deux, tu utilises-tu quand même Link 80% du temps maintenant dans 2010 ou c'est plus intéressant d'un point de vue expérimental, mais pratico-pratique, on finit toujours par faire du camel? Je l'utilise, je dirais peut-être à 70%. Quand c'est possible, ça va être ma première option. Mais si c'est trop, s'il me le permet pas d'avoir le résultat voulu à cause de, j'ai pas la richesse du camel en fait, Mhm. ben je vais faire un camel. Donc, on vient de parler de Link pour SharePoint. On a dit qu'il y avait des visual web parts, qu'on pouvait maintenant, on avait beaucoup simplifié le déploiement WSP. Est-ce que ça fait le tour de ta courte liste vraiment des fonctionnalités intéressantes dans 2010? Ah, une petite chose aussi que j'aimerais parler, c'est le Developer Dashboard qui est nouveau en 2010. Developer Dashboard, ça nous permet pour les développeurs de voir, par exemple, tout ce qui se passe en arrière de nos requêtes. C'est que tu peux... c'est un outil qui est visuel. Tu l'actives à partir d'une commande STS-admin ou en PowerShell. Une fois qu'elle est activée, tu as une petite icône qui se retrouve dans ta page SharePoint, dans tous les pages SharePoint. Si tu en as besoin, tu cliques dessus. Il y a une section en bas de la page qui apparaît. Puis là, tu as toute la trace de tes requêtes, de ton développement, et toujours avec le temps que ça a pris aussi. Tu as même une barre qui te dit si c'est vert, c'est jaune ou c'est rouge, pour un peu voir pour tester ta performance. On peut en plus enrichir le dashboard en soi en mettant des meters et ainsi de suite, là. Donc, c'est intéressant parce que l'expérience de débogage, finalement, parce que bon, au niveau de performance, on veut tester notre application pour que nos requêtes soient performantes, pour que ça fonctionne. Donc, l'expérience est meilleure. On n'avait pas ça avant, finalement. Non, on n'avait pas ça avant. Puis on peut même aller voir, tu vois même, parce qu'on utilise toujours l'API avec SharePoint, mais tu vois par où qui passe exactement, puis jusqu'aux requêtes dans BD avec les storeproc, ainsi de suite. Donc, c'est assez complet. Ça l'aide beaucoup à... C'est une espèce de façon de tracer, finalement, notre application, presque jusqu'à la base de données, là. Oui, c'est ça. C'est bien pour ça. Puis en plus, il y a des third parties qui viennent se rajouter dessus pour ajouter des éléments graphiques à ça. J'en ai pas essayé encore, mais j'ai vu que ça se faisait, que ça s'en vient. D'où le nom Developer Dashboard. Exactement. On a parlé un peu au début de notre entrevue que faire du développement SharePoint, c'était vraiment du vrai développement, là. C'est pour adultes. Puis moi, je peux le confirmer parce que souvent, les gens ont l'impression que maîtriser .NET, c'est déjà assez ardu, hein, parce que l'API est maintenant rendu gigantesque. Mais si tu veux faire du développement SharePoint, il faut que tu maîtrises ASP.NET d'un côté. Mais si tu maîtrises pas SharePoint, la plateforme elle-même, mettons un nouveau développeur là, qui maîtriserait bien le développement ASP.NET, puis là, il se met à faire du SharePoint. Il y a quand même une courbe d'apprentissage. Il y en a pour une couple de semaines, une couple de mois avant de maîtriser comme il faut toute la plateforme. Oui, c'est certain qu'il y a une bonne courbe d'apprentissage. Par contre, je dirais que c'est le bon chemin. C'est mieux avoir un développeur .NET qui commence à faire du SharePoint qu'un développeur... ou un designer SharePoint. Un designer qui décide... veut faire du développement. Ça, c'est... Ouais, parce que là, il manque tout souvent les bagages orientés objet, puis là, en tout cas, tu peux pas... En tout cas, ça peut être possible, mais c'est plus ardu prendre un designer pour en faire un développeur. Exactement, mais souvent, c'est ça que le monde pense, c'est qu'il commence designer, puis il dit « OK, maintenant, je veux faire du développement », mais ça fonctionne pas comme ça. Mm-hmm. Ça prend vraiment un bon background de développeur .NET avant. Ça l'aide. Ouais, ça l'aide, c'est nécessaire. Mais il y a une perception souvent qu'on pense, c'est un développeur SharePoint, comme si ça serait moindre, mais c'est pas le cas. Souvent, un développeur SharePoint, il y a beaucoup plus de connaissances parce qu'il doit maîtriser
pas juste la plateforme SharePoint, mais toute la plateforme .NET, parce que tu l'as dit, tu peux en SharePoint faire du ligne, puis ou utiliser toutes les fonctionnalités qu'on peut faire. Mais si on devrait faire un petit parallèle, un designer SharePoint utiliserait quels outils là, pour designer, par exemple, il fait quoi des web? Il fait pas des web parts, lui. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire avec un produit qui s'appelle SharePoint Designer. SharePoint Designer, il est conçu pour les designers, ça le dit. Ouais. Il peut créer ses sites, il peut même créer des workflows Simple. ouais, relativement simples. Mm-hmm. Il peut créer des page layouts, des master pages, il peut créer toutes sortes d'artefacts sans sortir de SharePoint Designer. OK. Puis on s'entend, là, probablement que 80% des sites SharePoint sur la planète, juste à prendre ce qui est inclus avec SharePoint, puis l'utiliser le designer, tu peux bâtir 80% des sites que le monde a besoin. Là où ça ne marche pas, c'est quand tu vas faire des gros intranets, où est-ce que là, tu peux pas juste prendre ce que Microsoft te donne inclus avec la plateforme. C'est là où tu veux vraiment programmer. Puis c'est là où est-ce qu'on a besoin des développeurs. Exactement. Puis faut pas perdre de vue aussi que tout ce qui est fait avec SharePoint Designer ou par le browser, c'est sauvegardé directement dans BD. Donc, ça s'exporte assez mal aussi. C'est pas comme une web part, par exemple, qui va être sur qui est un câble sur le file system qu'on peut déployer d'un environnement à l'autre. Tout ce qui est dans BD, tantôt on parlait des problèmes de déploiement, c'est ce qui nous cause le plus de soucis, si on veut. Mais tu as un bon point, parce que le fait que le produit, lui, prévoit qu'un designer, quand il travaille, tout se sauvegarde dans la même BD où est-ce que roule le serveur SharePoint. Puis nous, on sait que le modèle de programmation, c'est pas... si je change le code, ça change pas dans la BD. En tout cas, c'est mon code, il est à gérer avec un gestionnaire de code source. Puis on voudrait reproduire ce modèle-là. Donc, on voudrait être capable de faire en sorte que tous les petits blocs que je manipule en SharePoint, ça soit géré en gestion de code source. Là, maintenant, c'est beaucoup plus aisé en 2010 parce que tu as moyen d'activer des modes où est-ce que tu dis non, moi, je veux utiliser mon Visual Studio puis avoir tous les fichiers pas sauvegardés dans la BD, mais directement gérés localement sur ma gestion de fichiers. Oui, c'est la bonne pratique pour tous les projets d'ampleur. Si on veut pas avoir de problème de déploiement ou moins de problèmes, c'est de faire toutes sortes d'artefacts, mais sur en Visual Studio, déployé en WSP. Ça, est-ce que ça veut dire qu'en tant que développeur, je pourrais créer mes fameux artefacts, là, c'est des web parts ou des workflows, des choses comme ça. Exactement. Puis, est-ce que le designer qui utilise le SharePoint Designer pourrait les réutiliser, lui? Mais ça, c'est nouveau, c'est intéressant que tu le dis. C'est nouveau en 2010. SharePoint 2010 permet maintenant de partir d'un workflow qui est dans SharePoint Designer, qui était fait, par exemple, ton designer, il va créer son workflow avec SharePoint Designer, mais il peut pas aller plus loin que ça. Il atteint la limite. Il atteint la limite. Ouais. Donc, le développeur pourrait prendre son workflow, le convertir, et dans Visual Studio, rajouter les fonctionnalités qui manquent. Ensuite, le packager en WSP et le déployer. Puis là, si je suis à l'origine le designer, je pourrais maintenant utiliser ça dans mon SharePoint Designer pour l'intégrer. Oui, tout à fait. Après ça, on peut l'associer à des listes, on peut donc, il y a une collaboration là qui est en train de se bâtir, qui n'existait pas auparavant. C'est ça. Puis même, ils vont encore plus loin que ça. Ils permettent de partir maintenant d'un workflow qui serait fait en visio. Mm-hmm. Là, je n'élaborais pas trop sur le sujet parce que j'ai vu la démo, mais je l'ai jamais faite. Mais on part d'un workflow qui est fait en visio, puis on l'importe dans SharePoint Designer. Il semblerait que ça fonctionne. Donc là, ça prend, j'imagine, des shapes dans Visio là, qui sont spécifiques à SharePoint. Là. Mais je sais, moi, que il y avait toujours un choc. Si on prend un designer SharePoint
qui lui a l'habitude de travailler sur des plus petits projets. Donc, souvent, il est même pas conscient que tout se stocke dans une BD. Pour lui, il pense que c'est ça la réalité. Puis là, quand il arrive dans une grosse équipe où est-ce nous, on veut sauvegarder toutes les choses en fichier, puis les garder en gestion de code source. Puis là, on commence à expliquer, non, il va falloir que tu changes ton mode, ta façon que quand tu travailles dans ton SharePoint designer, il y a un choc culturel. Absolument. Puis ça, quand tu disais, c'est plus difficile de prendre un designer et en faire un développeur, ils sont pas habitués, les autres, à penser en termes de gestion de fichiers, gestion des sources, tout ce qui est construire, déployer, intégration continue. C'est toute une réalité qui fait partie de leur métier parce que eux ils sont beaucoup plus axés sur je veux faire quelque chose de beau, qui est esthétique, qui va être bien. Donc chacun son métier. Puis la force, c'est de faire en sorte que les deux types de métiers peuvent travailler ensemble. Puis on s'en va de plus en plus vers ça. Hein. Oui, on a besoin des deux métiers qui travaillent ensemble parce qu'un développeur, tu lui demandes de faire des belles interfaces, c'est pas un bon succès souvent. Exactement. puis là, j'ai vu aussi, en parlant de designer puis d'interface, mais il y a des sites publics là, qui commencent à être faits avec SharePoint. Oui, même dernièrement, j'ai vu le site, c'est Craft Canada, je pense. Craft tout court, il était fait en SharePoint 2010. Mm-hmm. Ou une des marques de commerce les plus connues sur la planète, le Ferrari. Je pense a utilisé aussi SharePoint là, pour son site. On n'aurait pas pensé qu'un site public, là, grand public, là, disponible sur le web, pas juste en intranet, mais pouvait se faire en SharePoint. Oui, c'est ça. Il y en a de plus en plus. Puis c'est comme je vous disais, SharePoint, c'est un framework. Faut le voir comme ça. Faut pas le voir avec des limites en soi. On peut faire pratiquement tous les types de sites avec. On utilise les modules qui nous conviennent. Puis le reste, on peut le développer, le customiser comme on Parce veut. que, mettons, si t'es l'architecte pour Ferrari, puis un des besoins qu'il y a dans le site, c'est pas juste qu'il soit une vitrine publique, mais que tu vas avoir différents types d'éditeurs. Dépendant des rôles que tu as dans la compagnie, tu vas avoir le droit d'éditer cette section du site-là, mais pas telle autre. Puis là, tu dis, OK, faudrait que je mette en place tout un module de rôles. Puis là, tu dis, OK, je peux tout bâtir ça de zéro. Ou si je prends la plateforme SharePoint, on me donne ça pour presque gratuitement. Là. J'aurai juste à configurer quelques champs, mais ça va être fait pour moi. Donc là, tu peux déjà dire, je viens de sauver X nombre de jours de développement. Puis là, si tu rajoutes telle autre fonctionnalité, rapidement, tu peux peut-être arriver à la conclusion que de bâtir sur SharePoint, ça vaut la peine. Puis surtout maintenant qu'il y a presque plus de contraintes. C'est ça. Puis c'est pas si différent d'un projet développé en ASP.NET. Tout ce qu'il y a de recherche, on peut dire c'est fait. Gestion des utilisateurs, sécurité, navigation, c'est tout des contrôles, des choses qui ont été faites des millions de fois, puis on n'a pas besoin d'en faire ça. Si le moindrement, tu as 1 ou 2 pages où est-ce que c'est prévu qu'on veut que les gens soient capables de gérer des documents, c'est tout inclus. Un petit gestionnaire de documents, ça demande quelques jours à développer. Si on peut faire une analogie, on a la fondation puis on a les murs là, qui sont faits. Là. Donc, il nous reste à bâtir le toit puis la peinture. Puis c'est ça, il y a deux façons de l'utiliser. Soit on y va très out of the box, comme dirait l'expression, c'est comme il est pensé, sans vraiment de développement. Ou l'autre façon, c'est qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi mon target, puis comment qu'on rend SharePoint à ce target-là. C'est intéressant parce que la perception que moi j'avais tout à l'heure, on en parlait un petit peu là que c'est hyper compliqué au niveau du développement. Je pense que avec les nouveautés qu'on a dans 2010, je pense que il y a beaucoup de ces perceptions là que j'avais viennent de tomber. On parlait de packager, de déployer, de débugger, là, tout ça. Puis au niveau aussi, on parlait tout à l'heure des développeurs qui pensent que bon, c'est juste du point and click là. Je pense aussi on vient de buster ce mythe-là. Un autre mythe aussi, c'est qu'il y a des gens qui disent tu peux vraiment pas être en mesure de pouvoir écrire avoir une approche agile de développement où est-ce que tu vas écrire tes tests en premier, parce que vu que tu t'appuies sur la plateforme SharePoint, ben là, la plateforme SharePoint, tu peux pas vraiment la moquer. Ça aussi, c'est même plus vrai parce que des produits, là, c'est pas Microsoft qui les vendent, mais si tu prends comme un produit comme TypeMock, il y a une version spéciale juste pour SharePoint, puis à ce moment-là, il n'y a pas de raison de pas pouvoir développer dans une approche agile en faisant tes tests en premier sur SharePoint. C'est pas tout le monde qui fait ça, malheureusement, mais ça va venir.
En terminant, as-tu un site web, un livre, quelque chose que tu aimerais recommander à nos auditeurs? Moi, ce que je fais beaucoup, c'est quand je veux voir de l'information sur comment faire les choses, j'utilise beaucoup le site Channel 9. Ah oui, Channel 9. C'est plein de petites vidéos sur tout ce qu'il y a de SharePoint. Là. Il y en a vraiment beaucoup pour SharePoint. Puis tu as des exemples en même temps. Le gars, il le fait devant toi. Donc, tu pars pas de On rien. va mettre le lien, nous, vers Channel 9. Comme ça, les gens vont pouvoir aisément, s'ils veulent débuter, ou en tout cas, s'ils ont déjà commencé, mais ils veulent parfaire leur connaissance. Mhm. Ben, nous, on va faire la pause, puis on va revenir avec les actualités. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Les actualités avec Guy Barrette. Hey, hier, oui, c'est hier, la Hier. journée de l'Action de grâce Hier, ici lundi. au Canada. Le lancement de Windows Phone 7, en fait, c'est Steve Ballmer qui a fait une conférence de presse, qui a annoncé les téléphones. Donc, c'est un lancement marketing, on s'entend. C'est un lancement marketing, oui, parce que le vrai lancement, ça va être au mois de novembre. Mais en fait, c'est que les téléphones, les fameux devices ont été annoncés. Donc, il y en a une dizaine qui vont être disponibles. Au Canada, il y a les grands fournisseurs Les trois grands fournisseurs vont avoir des téléphones Windows. oui, et on parle de TELUS, Bell et Rogers, c'est vrai. Donc, on va avoir des téléphones au Canada en même temps que partout ailleurs. Puis les fournisseurs principaux, c'est les Samsung, HTC, LG, Dell aussi. Ouais. Dell a un appareil. Puis ce qui est intéressant, c'est que chaque appareil est un petit peu différent de l'autre. Donc au niveau du UI, on en parlait avec Joël Quimper, les fabricants de téléphones et aussi les carriers, donc ceux qui sur lesquels les réseaux les téléphones sont utilisés, doivent respecter le UI de base. Donc, le UI est commun sur tous ces appareils-là, mais il y en a certains qui ont des claviers là, qui se glissent. Il y en a un d'HTC qui permet d'écouter la musique. Il y a des haut-parleurs cachés là, qui se déploient. Là, puis donc, chacun a ses particularités. Donc, quand est-ce que tu te procures le tien, Mario? Ben là, moi, j'ai encore mon iPhone. T'es pris pour combien d'années encore avec ton iPhone? Il me reste un an de contrat. Hmm. Ben, j'avais pris, moi, je pouvais canceller le contrat sans pénalité. Ah oui? C'est juste que je perdrais le 6 gigs de données à tous les mois. Il faut dire que j'utilise à peu près juste 500 Ouais, mails. c'est ça. Donc, 6 gigs ça sur vaut iPhone, c'est beaucoup. C'est beaucoup, très, très beaucoup. Moi, il sortait une question sérieuse avant de changer de téléphone parce qu'il y a une application que j'utilise sur mon iPhone que j'adore, qui est le recorder qui me permet d'enregistrer des podcasts sur la route. Mais Mario, c'est l'occasion parfaite d'en écrire un puis de le mettre sur le marketplace. Ouais, ben avant d'écrire cette application-là, je vais continuer à travailler sur notre Urban Turtle national, Oui, mais notre tortue. dans tes temps libres, là, tu Oui, sais, j'en avec ai beaucoup de enfants, temps. avec 4 enfants, tu dois avoir un tapon de temps libre. Tout à fait. Est-ce que tu as d'autres nouvelles, Guy? Oui, Scott Guthrie, sur son blog, a annoncé la sortie du bêta 2 de Webmatrix, donc qui est un outil de développement web qui est simplifié, et aussi du bêta de MVC, du MVC Framework 3. Donc, il y avait eu le preview avant là, qui était très chancelant. Maxime Rouillet l'avait présenté au groupe, à la communauté .NET. Là, la version bêta vient de sortir. Puis, Microsoft a annoncé quelque chose de nouveau, un produit qui s'appelle NuPack. NuPack. Donc, en fait, ça permet de packager des librairies open source. Et finalement, dans notre Visual Studio, on fait juste taper j'ai besoin de telle librairie.
Puis Newpack va aller le télécharger puis l'installer automatiquement dans notre projet, dans nos références. Et donc ça simplifie finalement la découverte, l'installation puis l'utilisation de ces librairies open source là. Ah. Donc par exemple Mais Hibernate. il faut qu'il soit open source. Ça pourrait, la contrainte, c'est que si ça serait un produit commercial, absolument, tu veux payer. Ben oui, non, c'est des produits open source. Ici, on veut du côté de Microsoft, on veut faciliter la découverte et l'installation puis l'utilisation de ces produits-là. Là. OK. Donc, c'est les deux nouvelles que j'ai retenues. Qu'est-ce qui s'en vient du côté de la communauté.net? Donc, le 18 octobre, on a une présentation du groupe d'architecture, maîtriser les patterns de conception structurelle. Oui, c'est Maxime Rouillet qui va parler de ce pattern-là. Oui, et toi, t'es toujours le... Oui, moi, je vais faire une petite introduction au début, mais... Puis tu vas faire avancer les slides. Non, je vais laisser Maxime peser son bouton pour avancer. Okay. Mais... Le 25, on a notre concours Speaker Adol. Oui. On a 9 inscriptions. Il en reste une place, donc. Non, c'est terminé. terminé. Oui, c'est terminé. Donc, on va avoir 9 participants à notre fameux concours. Ça, c'est toujours le fun, parce que c'est... Oui, puis on a des sujets là vraiment intéressants. Allez voir sur le site la liste donc ça, c'est le des sujets. 25 octobre. Oui, et le 1er novembre, on a Ernst Perpignan d'une compagnie que tu connais, je pense, qui va faire une introduction à F#. Oui. F#. Puis, à date, j'ai eu quelques insights sur qu'est-ce qu'il va faire. Ça devrait être intéressant parce que le but, ça va être de vraiment prendre pour acquis que les gens dans l'auditoire ne connaissent rien de la programmation fonctionnelle, ont peut-être même jamais programmé en F#, et lui, il veut juste donner la saveur de pourquoi ça existe ces langages-là, les langages fonctionnels, qu'est-ce que ça a comme avantage, puis essayer de donner une brève introduction. C'est suite à une pratique que beaucoup de gens publicisent qui consiste à se dire qu'à tous les 2 ans, on devrait peut-être apprendre un nouveau langage, question de rester ouvert à ce qui est nouveau. Mm-hmm. Puis, un, c'est cette année qui était pour apprendre la programmation fonctionnelle. Puis, moi, je pense que c'est intéressant, là. Oui, et c'est un meeting Alta.net, donc beaucoup de code. Oui. Et par la suite, on a notre samedi ALM, donc le 6 novembre. Oui, on va parler... Finalement, le but, là, c'est de montrer comment un produit comme TFS, donc Team Foundation Server, permet aux développeurs, aux testeurs de travailler ensemble. Parce que c'est vraiment, dans 2010, une des grandes fonctionnalités que Microsoft offrait, c'est la capacité aux testeurs et aux développeurs de pouvoir travailler main dans la main. Donc, enlever le fameux syndrome du « je suis pas capable de reproduire ton bug » ou l'autre qui est celui du développeur qui dit au testeur « ben ça marche sur ma machine ». Donc, enlever ces fameuses ces patterns-là pour que ça soit vraiment plus aisé pour les deux catégories de développeurs. Et travailler en symbiose. Oui. Donc ça, c'est samedi. C'est une journée au complet, c'est un samedi. Oui, un samedi complet, c'est le samedi le 6 novembre. Et les informations sont sur le site. C'est sur le site. L'agenda est complet. Oui. On va peut-être en tout cas, on a peut-être trop de sujets, là. On est en train de reviser l'horaire parce que souvent on est trop optimiste, donc on va peut-être enlever quelques sujets moins importants, mais dans l'ensemble, ce qui est annoncé là devrait être ce qu'on va vous présenter. Puis les gens qui sont derrière ça, c'est Étienne Tremblay forcément, Mathieu Zablowski, Vincent Grondin et moi-même. Excellent. Ben écoute, nous on te remercie beaucoup, Joey. Ça fait plaisir. Donc, en tout cas, ça donne un point de vue... Enfin, j'espère qu'on a détruit là, les mythes que certains développeurs pouvaient avoir. Ou en tout cas, ou confirmer d'autres points de vue, peut-être. Puis nous, on vous souhaite bonne programmation et on vous revoit dans 2 semaines. Au revoir. Visual Studio Talk Show.